De Dennis Rader qui s'est effondré de peur à Karl Panzram, qui a été confronté à la réalité de la pire manière qui soit, les premières 24 heures derrière les barreaux ont changé l'expérience de vie de ces 8 tueurs en série qui ont à peine survécu pour raconter leur histoire. Jeffrey Dahmer. Lorsque Jeffrey Dahmer est arrivé à la prison Columbia Correctional Institution dans le Wisconsin en février 1992, il était déjà l'un des criminels les plus notoires de l'histoire américaine. L'homme qui allait devenir célèbre pour ses crimes horribles avait avoué avoir gravement blessé 17 jeunes gens. Son premier jour en prison allait donner le ton à ce qui allait finalement être un séjour court et difficile derrière les barreaux. Des recherches suggèrent que Jeffrey Dahmer a été placé en détention préventive pendant sa première année à la Columbia Correctional Institution en raison de la nature extrême de ses crimes, qui faisaient de lui une cible parmi les autres détenus. La décision de séparer Dahmer n'a pas été prise à la légère. Les responsables de la prison comprenaient que sa notoriété et les détails troublants de ses crimes feraient de lui une cible immédiate de l'hostilité des autres prisonniers. Lors de ce premier jour, Dahmer a suivi les procédures standards auxquelles tous les nouveaux détenus sont soumis. Prise d'empreintes digitales, photographie, examen médical et remise d'un uniforme de prisonnier. Cependant, en raison de sa notoriété, son admission s'est déroulée sous haute sécurité. L'attention médiatique suscitée par son affaire a obligé les responsables de la prison à veiller non seulement à sa sécurité, mais aussi à éviter toute perturbation potentielle de la part du personnel curieux et des autres détenus. La détention préventive impliquait probablement l'isolement dans une cellule individuelle avec des interactions limitées, offrant une sécurité mais pouvant causer une tension psychologique due à la solitude. Pour quelqu'un comme Dahmer, dont les crimes suggéraient des problèmes psychologiques complexes, cet isolement présentait des défis particuliers. La personne qui avait commis des actes aussi terribles se retrouvait désormais complètement seule. Au cours de ces audiences, Dahmer avait fait des aveux troublants qui avaient perturbé les personnes présentes. Dans un moment filmé, il avait révélé la pensée tordue qui sous-tendait ses crimes. Cette déclaration troublante donnait un aperçu de ce que Dahmer avait pu ressentir pendant ses premières heures dans sa cellule. Celui qui avait fait du mal à d'autres pour les contrôler était désormais contrôlé par le système pénitentiaire lui-même, sans aucune possibilité de faire ses propres choix. Ce changement a dû être particulièrement difficile pour quelqu'un qui était habitué à avoir un contrôle total. Au début des années 1990, les conditions de détention préventive étaient dures et isolantes. Dahmer se serait retrouvé dans une petite cellule d'environ 2,5 mètres sur 3,5 mètres, avec seulement l'essentiel, un lit en béton, des étagères métalliques, un lavabo et des toilettes. Ses repas lui auraient été apportés par une fente dans la porte de la cellule, et il n'aurait eu droit qu'à de brèves douches et à un temps de récréation limité, tout en étant constamment surveillé. Ce qui rendait la situation de Dahmer particulièrement dangereuse, c'était la nature de ses crimes. Un incident antérieur au cours duquel un autre détenu avait été blessé met en évidence les risques auxquels il était exposé, suggérant que des mesures de protection étaient nécessaires dès le premier jour. La culture carcérale comporte un système de classement non officiel et ceux qui s'en prennent aux personnes vulnérables sont souvent pris pour cible par les autres détenus. Les crimes de Dahmer le mettaient en danger face aux autres prisonniers. L'impact psychologique de ce premier jour ne peut être sous-estimé. Bien qu'aucun récit direct de Dahmer ne décrive ses sentiments pendant ses premières heures, son comportement ultérieur nous permet de comprendre que la transition a été choquante. C'était quelqu'un qui avait soigneusement planifié chaque aspect de ses crimes. Soudain, il ne pouvait plus contrôler même les aspects les plus élémentaires de sa routine quotidienne. La décision de transférer Dahmer parmi la population carcérale générale après un an, malgré les risques, reste controversée. Cette transition s'avéra finalement dangereuse, car le détenu qui lui fit du mal par la suite rapporta que Dahmer avait des comportements inquiétants, comme modeler la nourriture de la prison de manière inappropriée. Ces comportements suggèrent que même après un an de prison, Dahmer restait psychologiquement perturbé et incapable de comprendre pleinement la gravité de sa situation. Malheureusement, l'histoire de Dahmer s'est terminée tragiquement le 28 novembre 1994, lorsque des codétenus l'ont gravement blessé pendant une corvée. Mais si le besoin malsain de contrôle de Dahmer l'a rendu vulnérable en prison, imaginez ce qui est arrivé à un criminel qui se croyait plus intelligent que tout le système judiciaire. Ted Bundy. Le premier jour de Theodore Robert Bundy en prison fut différent de celui de la plupart des criminels, principalement en raison de son arrogance et des stratégies juridiques complexes qui caractérisèrent son affaire. Lorsque Bundy fut emprisonné pour la première fois après sa condamnation en 1976 pour enlèvement dans l'Utah, il continua à croire à tort à son innocence, ce qui allait définir une grande partie de son séjour derrière les barreaux. Ce n'était pas le premier jour d'un homme acceptant sa punition, mais le début de ce que Bundy considérait comme un nouveau défi à relever. Après sa condamnation en Utah en 1976, le premier jour de Bundy a été marqué par les procédures d'admission habituelles, avec une sécurité renforcée en raison de son statut très médiatisé, ce qui l'a probablement conduit à être immédiatement placé dans une unité sécurisée. L'homme qui avait trompé d'innombrables personnes grâce à son intelligence et à son physique avantageux se retrouvait désormais réduit à un numéro dans le système pénitentiaire.
Ce qui rendait l'expérience de Bundy particulièrement unique, c'était son éducation et son intelligence. Contrairement à de nombreux détenus qui arrivent en prison submergés par le système, Bundy a abordé son incarcération avec l'esprit analytique d'un étudiant en droit. Il comprenait mieux le système juridique que la plupart des prisonniers et considérait son incarcération non pas comme une punition pour ses crimes, mais comme un revers temporaire dans sa bataille juridique en cours. Dans les lettres qu'il envoyait à son cousin, Bundy décrivait sa cellule comme un espace de 2,7 mètres sur 3,6 mètres équipé d'un lit, de toilettes et d'un lavabo où il passait la plupart de son temps. Il maintenait une routine consistant à courir, faire des abdos, pratiquer le yoga et faire la sieste, ce qui suggère qu'il tentait de s'adapter à son incarcération. Les multiples tentatives d'évasion de Bundy montrent qu'il était loin d'accepter sa situation. Sa première évasion eut lieu en 1977, lorsqu'il sauta par la fenêtre du 2e étage du palais de justice. L'un des aspects les plus effrayants de l'expérience carcérale de Bundy était sa capacité à se détacher émotionnellement de ses crimes. Lors de ses derniers entretiens avant son exécution, il a parlé de ses actes terribles avec un détachement clinique, décrivant le processus psychologique qui l'avait conduit à faire du mal à autrui. Il a déclaré « Me réveiller le matin et réaliser ce que j'avais fait avec un esprit clair et tous mes sentiments moraux et éthiques intacts à ce moment-là, j'étais tout simplement horrifié d'être capable de faire une chose pareille. » Cette déclaration, faite des années après son premier jour en prison, révèle l'état psychologique complexe dans lequel Bundy s'est maintenu tout au long de son incarcération. Il affirmait être horrifié par ses actes, mais a continué à clamer son innocence pendant des années. Pourtant, l'arrogance de Bundy n'était rien comparée à l'obsession méthodique de notre prochain criminel, un homme dont le besoin de précision et de contrôle allait devenir sa prison, bien avant qu'il ne voie l'intérieur d'une cellule. Dennis Rader. Le premier jour de Dennis Rader en prison, le 20 août 2005, a été immortalisé avec le genre de documentation détaillée qui aurait plu à sa personnalité méthodique et obsessionnelle. L'homme qui a terrorisé Wichita, au Kansas, en tant que tueur BTK, bind, torture, kill, pendant plus de 3 décennies, était sur le point de connaître la perte ultime de contrôle, ce qui a dû être particulièrement choquant pour quelqu'un qui avait méticuleusement planifié ses crimes avec une telle précision. Le 20 août 2005, Rader a été transféré à l'établissement correctionnel d'Eldorado après sa condamnation. Le transport lui-même était une opération de sécurité soigneusement planifiée, Rader arrivant à 7h28 à l'arrière d'une voiture, accompagné d'une voiture de patrouille du shérif et d'un autre véhicule transportant 7 agents. Il portait une combinaison orange et était menotté et enchaîné aux chevilles, loin de la liberté dont il avait joui pendant les 31 ans qui s'étaient écoulés entre son premier et son dernier crime. Ce qui a rendu le premier jour de Rader particulièrement intéressant, c'est sa réaction émotionnelle pendant le transport. Au cours des 40 minutes de trajet, Rader a engagé une conversation informelle avec les agents, commentant le temps et le paysage verdoyant. Cependant, son humeur a radicalement changé lorsqu'une émission de radio a diffusé les témoignages émouvants des familles des victimes lors de sa condamnation. Le shérif du comté de Sedgwick, Gary Steed, a remarqué que Rader regardait par la fenêtre et avait les larmes aux yeux, laissant entrevoir un moment de vulnérabilité émotionnelle qui semblait le surprendre lui-même. Ce moment d'émotion était significatif, car il révélait une fissure dans la façade de l'homme qui avait tourmenté des familles pendant des décennies. Lors de ses aveux, Rader avait fait preuve d'un détachement presque clinique en décrivant ses crimes. La manière factuelle dont Rader a décrit ses terribles crimes lors de ses aveux contrastait fortement avec ses larmes pendant le transfert, suggérant que la réalité de sa situation commençait enfin à affecter ses défenses psychologiques. À son arrivée, Rader a été placé dans une cellule de 7,5 mètres carrés équipée d'un lit en béton, d'étagères métalliques, d'une chaise, d'un lavabo et d'une poubelle en plastique. On lui a donné une combinaison marron et des chaussures bleues à enfiler qui ont remplacé ses vêtements orange de transport. La simplicité austère de son nouvel environnement a dû constituer un contraste choquant avec la normalité de la banlieue qu'il avait maintenue pendant des décennies tout en menant sa double vie. Au départ, Rader n'avait accès ni à la télévision ni à la radio, et ses lectures se limitaient à des documents juridiques. Ce manque de divertissement devait être particulièrement difficile à supporter pour quelqu'un comme Rader, qui avait passé des années à documenter minutieusement ses crimes et à conserver des registres détaillés de ses activités. L'homme qui avait envoyé des lettres provocantes à la police et aux médias, désespéré d'être reconnu et d'attirer l'attention, se retrouvait désormais contraint au silence. Les repas lui étaient servis à travers une fente dans la porte de sa cellule. Et il avait droit à 3 douches rapides et 5 périodes de récréation, d'1 heure par semaine dans un espace extérieur de 3 mètres sur 3, tout en étant menotté. Ces restrictions représentaient l'exact opposé de la liberté et du contrôle qui avait caractérisé la carrière criminelle de Rader. Ce qui rend le cas de Rader particulièrement intrigant, c'est la façon dont il s'est adapté à la vie carcérale au fil du temps. Rader se décrit comme l'animal de compagnie de l'établissement, suggérant qu'il estime bénéficier d'un traitement spécial. Il réside dans une cellule de 2,4 mètres sur 3,6 mètres à l'établissement correctionnel d'Eldorado, qui accueille environ 1510 détenus.
La cellule est équipée d'une fenêtre et d'une porte entièrement métallique avec une petite fenêtre, offrant un environnement contrôlé mais relativement sûr. Au fil du temps, il a obtenu des privilèges tels que la télévision, la radio, du matériel artistique, des livres et même un petit appareil de cuisson pour réchauffer ses repas. Cependant, cette adaptation a eu un coût. Raider souffre de scoliose, ce qui lui cause des douleurs importantes et limite sa mobilité. Il a signalé un problème médical présumé en 2018 qui a affecté sa mémoire à court terme, sa coordination et son écriture. Mais si la cruauté calculée de Raider était troublante, rien ne pouvait préparer le monde à ce qui attendait le criminel suivant. John Wayne Gacy. Le premier jour de John Wayne Gacy en prison fut aussi dramatique et médiatisé que l'homme lui-même. Le 14 mars 1980, après avoir été condamné pour les dommages causés à 33 jeunes hommes et garçons, Gacy fut transféré au centre correctionnel de Menard à Chester, dans l'Illinois, sous des mesures de sécurité exceptionnelles qui reflétaient à la fois l'ampleur de ses crimes et l'intérêt intense du public pour son affaire. Le transfert de Gacy a nécessité un convoi de 5 voitures équipées d'armes spéciales et un hélicoptère, reflétant la nature très médiatisée de son affaire et l'attention des médias qu'elle a suscité. Le trajet vers Menard a été très tendu. Gacy a d'abord craint pour sa vie pendant le transfert, car le convoi a emprunté une route de gravier au lieu de l'entrée principale de la prison, ce qui l'a amené à soupçonner que les autorités pourraient avoir l'intention de lui faire du mal en raison de l'indignation publique suscitée par ses crimes. À son arrivée, Gacy a été accueilli par le directeur et le directeur adjoint de la prison, puis escorté jusqu'à la dernière cellule du 3e étage, entouré de lieutenants en chemise blanche, signe d'un niveau de sécurité élevé. La présence de plusieurs officiers de haut rang suggère qu'il a été traité comme un risque sécuritaire important dès son entrée dans l'établissement. En tant que premier détenu dans le couloir de la mort de Menard, Gacy s'est retrouvé dans la situation unique d'être le seul occupant de son bloc cellulaire, ce qui a renforcé l'isolement et le caractère inquiétant de sa situation. Son premier repas en prison consistait en 2 sandwichs au jambon, une pomme et un pichet de jus d'orange, fournis parce qu'il n'avait pas mangé de toute la journée. Ce repas simple marquait le début de ce qui allait être 14 années de vie très restrictive dans le couloir de la mort. Il a ensuite été placé dans sa cellule de 2,4 mètres carrés sans fenêtre, qui allait devenir son environnement principal jusqu'en 1994. Le premier jour, Gacy était en proie à la peur et à la confusion. Il a déclaré avoir eu peur parce qu'il ne savait pas comment se comporter dans l'environnement carcéral, ni comprendre l'état d'esprit des autres détenus. Cette confession est particulièrement frappante venant d'un homme qui avait réussi à mener une double vie pendant des années, trompant ses voisins, ses associés, et même la police grâce à sa personnalité charmante en public. L'isolement du couloir de la mort était immédiatement perceptible. Gacy était sous surveillance constante, un gardien étant chargé de vérifier son état toutes les 15 minutes, documentant même des activités banales telles que l'utilisation des toilettes. Ce niveau de surveillance était à la fois protecteur et oppressant, garantissant sa sécurité tout en lui ôtant tout sentiment d'intimité ou de dignité. Ce qui rendait la situation de Gacy particulièrement surréaliste, c'était le contraste entre son ancienne vie et sa nouvelle réalité. C'était un homme qui avait été photographié avec des personnalités politiques importantes, qui avait dirigé des entreprises prospères et qui avait diverti des enfants sous le nom de Pogo le clown. Il prenait sa douche 3 fois par semaine sous stricte surveillance, menotté et vêtu uniquement d'une serviette autour de la taille, ce qui soulignait encore davantage la perte totale de sa liberté personnelle. Ces procédures, bien que nécessaires pour des raisons de sécurité, lui rappelaient constamment son statut de criminel, parmi les plus notoires des États-Unis. Malgré ces restrictions, Gacy n'était pas entièrement à l'abri de menaces. Le 15 février 1983, il a été blessé au bras avec un objet tranchant par Henry Brisbane, un autre condamné à mort. Pour faire face à la monotonie et à l'isolement, Gacy s'est finalement tourné vers la peinture, créant des œuvres d'art représentant des clowns, des figures religieuses et d'autres sujets. Ces peintures ont suscité la controverse, certaines étant vendues aux enchères et d'autres détruites par les familles des victimes qui trouvèrent leur existence offensante. Si la nature théâtrale de Gacy faisait de lui un spectacle même en prison, notre prochain cas prouverait que parfois, les actes de terreur les plus aléatoires peuvent se transformer en quelque chose d'inattendu. David Berkowitz. Le premier jour de David Berkowitz en prison fut très différent de celui des autres criminels dangereux, en raison à la fois de la nature unique de ses crimes et de sa transformation spirituelle ultérieure. Lorsque Berkowitz arriva à la prison d'Attica en août 1978 pour purger ses 6 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive pour les crimes du fils de Sam qui avait terrorisé la ville de New York, il entrait dans l'une des prisons les plus tristement célèbres et les plus difficiles des États-Unis. Après sa condamnation le 12 juin 1978, Berkowitz a été transféré à la prison de Sing Sing le 13 juin, puis à la prison de Clinton pour y subir des examens, et enfin à la prison d'Attica. Chaque transfert lui a imposé de nouveaux défis et de nouvelles adaptations, mais c'est son arrivée à Attica qui a marqué le véritable début de sa peine à perpétuité. Berkowitz a été placé en détention préventive ou à l'isolement pendant ses premières années à Attica, en raison de son statut très médiatisé de criminel dangereux.
La décision de l'isoler était motivée par des considérations pratiques. Sa notoriété en tant que personne ayant blessé au hasard des jeunes à travers New York City faisait de lui une cible probable pour l'hostilité des autres détenus. La réalité de la détention préventive a immédiatement frappé Berkowitz. Il a été placé dans une petite cellule d'environ 2,7 mètres sur 3,6 mètres, équipée de commodités de base telles qu'un lit, des toilettes et un lavabo. Ses mouvements étaient fortement restreints, avec un accès limité aux activités générales telles que les loisirs, les repas dans les espaces communs ou la participation à des programmes éducatifs. Cet isolement était à la fois protecteur et punitif, garantissant sa sécurité tout en le coupant efficacement de tout contact humain. L'impact psychologique de cet isolement a été sévère. Un incident survenu en 1979, au cours duquel un détenu a blessé Berkowitz à la gorge à Attica, lui infligeant plus de 50 points de suture et manquant de lui coûter la vie, a mis en évidence les dangers très réels auxquels il était confronté. Cet incident violent, survenu au cours de sa première année à Attica, a démontré que même la détention préventive ne pouvait pas le protéger totalement contre tout danger. Cette attaque a également servi de brutal rappel à la réalité de la vie carcérale pour quelqu'un de sa notoriété. Les premières années de Berkowitz à Attica ont été décrites comme un cauchemar, avec des rapports faisant état d'épisodes difficiles et d'un environnement instable marqué par des confinements fréquents et des relations tendues avec les gardiens. L'homme qui avait terrorisé toute une ville se retrouvait désormais terrorisé par la menace très réelle de violence de la part de ses codétenus. Ce qui rend l'expérience de Berkowitz unique parmi les criminels dangereux, c'est sa transformation spirituelle finale. Dans des interviews ultérieures, Berkowitz parlera avec franchise de son état mental pendant ses premiers jours en prison. Cette réflexion, faite des décennies après son premier jour en prison, donne un aperçu du tumulte psychologique qu'il a vécu pendant ses premières heures et ses premiers jours derrière les barreaux. Alors que celui-ci revendiquait sa rédemption, notre prochain criminel est entré en prison avec l'intention de tout détruire, y compris sa vie. Karl Panzram. Le premier jour de Karl Panzram en prison marqua le début d'une longue série d'incarcérations qui commença alors qu'il n'avait que 11 ans. Sa première expérience à la Minnesota State Training School de Red Wing, dans le Minnesota, le 11 octobre 1903, allait donner le ton à une vie marquée par la colère, la haine et un rejet sans compromis des tentatives de réinsertion de la société. Panzram a été admis à la Minnesota State Training School pour incorrigibilité après avoir volé des pommes, un gâteau et une arme chez un voisin. Cet établissement, destiné à réformer les délinquants juvéniles âgés de 10 à 20 ans, accueillait environ 300 garçons et était connu pour son manque de surveillance et le traitement sévère réservé aux détenus. Pour le jeune Karl, cette première rencontre avec la justice institutionnelle s'avéra être une introduction traumatisante à un système qui allait le décevoir à maintes reprises. L'école était décrite comme un lieu où les mineurs étaient à la merci totale des geôliers, qui leur infligeaient de graves sévices physiques sans grande surveillance extérieure. Panzram écrivit plus tard dans son autobiographie qu'il avait été battu et maltraité à plusieurs reprises par des membres du personnel, dans un atelier que les enfants appelaient l'atelier de peinture, parce qu'ils en ressortaient peints de bleu. Les propres mots de Panzram reflètent l'impact profond de cette période. J'ai pleuré, j'ai supplié et imploré pitié, compassion et sympathie. Mais rien de ce que je pouvais dire ou faire ne pouvait les détourner de leur objectif. J'ai quitté cet endroit en étant un garçon plus triste, plus malade, mais plus sage. Cette citation suggère que dès son premier jour, il a été exposé à un niveau de cruauté qui allait fondamentalement façonner sa vision du monde et son approche de la vie. L'expérience à Red Wing a été transformatrice, mais pas dans le sens souhaité par les réformateurs. Panzram a déclaré plus tard « Les chrétiens m'ont appris à être hypocrite et j'ai appris davantage sur le vol, le mensonge, la haine et d'autres mauvaises choses. » Le 7 juillet 1905, sa haine pour l'institution l'a conduit à incendier secrètement un bâtiment, et il a été libéré en janvier 1906. L'expérience carcérale la plus marquante de Panzram en tant qu'adulte commença à la prison fédérale de Leavenworth en 1929. À Leavenworth, Panzram fut placé en détention préventive en raison de son extrême instabilité. Cependant, il ne s'agissait pas d'une détention préventive au sens traditionnel du terme. Les autorités pénitentiaires l'isolèrent non pas pour le protéger des autres détenus, mais pour protéger les autres détenus de lui. À son arrivée à Leavenworth, il fut conduit au bureau du directeur T.B. White, où il resta, calme et indifférent, pendant que les règles lui étaient lues. Sa réponse fut effrayante par sa simplicité et sa franchise. « Je ferai du mal au premier qui m'embêtera. » Il ne s'agissait pas d'une menace en l'air ou d'une tentative d'intimidation, mais d'une déclaration de fait de la part d'un homme qui avait déjà fait du mal à plusieurs personnes et qui n'hésiterait pas à recommencer. En raison de son comportement dangereux et de ses menaces, les autorités pénitentiaires le jugèrent trop dangereux pour la population générale et l'affectèrent à un travail isolé dans la buanderie de la prison. Cet isolement visait à minimiser ses contacts avec les autres tout en l'obligeant à travailler. Cependant, même cette précaution s'avéra insuffisante. Le 20 juin 1929, alors qu'il travaillait dans la buanderie, il blessa gravement le responsable de la buanderie, R.J. Warnke, avec une barre de fer, mettant ainsi à exécution sa menace. Cet acte lui valut d'être jugé et condamné à mort.
le psychologue Karl Menninger, confirmant son état mental et garantissant ainsi le maintien de la sentence. Ce qui rend le cas de Panzram particulièrement troublant, c'est son absence totale de remords ou de désir de rédemption. Contrairement à d'autres criminels dangereux, qui invoquaient la maladie mentale ou cherchaient le pardon, Panzram assumait pleinement sa nature malfaisante. Ses écrits n'évoquent pas directement l'expérience émotionnelle de la détention préventive, mais ses sentiments plus généraux sur la prison et la vie fournissent un aperçu effrayant. Il exprimait un profond désir d'échapper à l'existence elle-même, déclarant « Je ne veux pas être en vie, je veux me débarrasser de ces vêtements, je veux me débarrasser de ce corps, je veux quitter ce monde ». Ces derniers mots, avant son exécution, étaient caractéristiques de son attitude provocante. « Dépêche-toi, espèce de salaud de housière, je pourrais pendre une douzaine d'hommes pendant que tu perds ton temps. » Charles Schmid. Le premier jour de Charles Schmid en prison en 1966 marqua le début de la fin pour celui qui allait devenir connu sous le nom de Pied Piper of Tucson, le joueur de flûte de Tucson. Contrairement à d'autres criminels dangereux dont les crimes s'étalèrent sur des années, voire des décennies, la carrière criminelle de Schmid fut relativement brève, mais extrêmement brutale, impliquant les dommages qu'il causa à 3 adolescentes en Arizona entre 1964 et 1965. À son arrivée à la prison d'État de l'Arizona en 1966, Charles Schmid a été placé en détention préventive en raison de la nature très médiatisée et troublante de ses crimes. Sa notoriété en tant que Pied Piper de Tucson faisait de lui une cible potentielle pour l'hostilité des autres détenus, ce qui rendait nécessaire la mise en place de mesures de protection. L'attention médiatique autour de son affaire, notamment un article de 16 pages dans le magazine Life, avait fait de lui l'un des criminels les plus connus d'Amérique. Ce qui rendait l'affaire Schmid particulièrement troublante, c'était la nature calculée de ses crimes et son apparente absence de remords. Sa première victime, Allen Rowe, a été blessé simplement parce qu'il voulait faire du mal à quelqu'un pour le plaisir, juste pour voir ce que cela faisait. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou désespéré, mais d'un acte de violence pour le plaisir, commis par quelqu'un qui voulait faire l'expérience de prendre une vie. L'image qui a troublé beaucoup de ceux qui connaissèrent son affaire est celle où Charles Schmid a décidé de tout avouer au sujet d'Allen au milieu du procès, emmenant les détectives jusqu'à ses restes. Au milieu du désert, creusant avec ses mains, il a trouvé les restes d'Allen, et il semblait admirer ce qu'il avait fait. Cette scène troublante résumait la nature froide et calculatrice de la personnalité de Schmid. Contrairement à d'autres criminels dangereux qui auraient pu ressentir une certaine anxiété ou une certaine peur lors de leur premier jour en prison, Schmid a abordé son incarcération avec la même confiance arrogante qui avait caractérisé sa carrière criminelle. Le comportement de Schmid en prison reflétait sa personnalité narcissique, comme l'ont noté ses contemporains. Il se serait pavané dans la prison avec une attitude de supériorité, ce qui aurait contribué à créer des tensions avec les autres détenus. Dans les années 1960 et 1970, la détention préventive était souvent synonyme d'isolement, les détenus étant confinés dans des cellules individuelles pendant la majeure partie de la journée et ayant un accès limité aux activités communes telles que les loisirs ou les repas. Pour quelqu'un comme Schmid, connu pour son charisme et son besoin d'attention sociale, cet isolement a probablement posé des défis psychologiques. Malgré les mesures de protection, la transition de Schmid vers la population générale a été mise en évidence par sa tentative d'évasion le 11 novembre 1972, aux côtés du triple récidiviste Raymond Hudgens. Au cours de cette évasion, ils ont pris 4 otages dans un ranch près de Tempe avant d'être repris. Cela suggère qu'il n'était plus en détention préventive stricte à cette époque, car il avait la possibilité d'interagir avec d'autres détenus. Cependant, l'arrogance de Schmid et son incapacité à comprendre les dynamiques sociales de la vie carcérale se sont finalement avérées dangereuses. Le 20 mars 1975, Schmid a été gravement blessé par les détenus Jimmy Ferra, purgeant une peine pour une affaire sans rapport, et Dennis Eversole, emprisonné pour plusieurs vols à main armée. Ils l'ont gravement blessé, lui faisant perdre un œil et un rein. Schmid est décédé des suites de ses blessures le 30 mars 1975. Donald Leroy Evans, la dernière étape du criminel errant. Donald Leroy Evans est l'une des figures les plus énigmatiques parmi les criminels dangereux. Un homme qui a revendiqué plus de 60 meurtres dans plus de 20 États, même si seuls 3 ont été prouvés devant les tribunaux. Son premier jour en prison a été compliqué par les circonstances inhabituelles de son affaire et l'accord qu'il a conclu avec les autorités fédérales pour coopérer à l'enquête sur ses nombreuses confessions. L'emprisonnement d'Evans a commencé après son arrestation le 5 août 1991 en Louisiane pour l'enlèvement et les blessures infligées à Beatrice Ruth, une fillette de 10 ans. Après avoir avoué ce crime et revendiqué plus de 70 autres infractions graves, il a été placé en détention fédérale dans le cadre d'un accord de coopération avec les autorités. De plus, pendant sa détention à la prison du comté de Harrison, dans le Mississippi, Evans a été maintenu à l'isolement en raison de menaces sur sa vie, seul un pasteur et sa petite amie de Galveston étant autorisés à lui rendre visite. Ce qui rendait la situation d'Evans particulièrement complexe était son statut à la fois de témoin potentiellement précieux et d'individu extrêmement dangereux. Son accord pour rester en détention fédérale suggère que son premier jour a été marqué par des mesures de sécurité renforcées,
peut-être dans une unité de détention protectrice, afin d'assurer sa sécurité pendant que les autorités enquêtèrent sur ses aveux. Contrairement aux détenus habituels qui arrivent en prison pour purger leur peine, Evans est arrivé dans le cadre d'une enquête en cours. Le statut d'Evans, qui se décrit lui-même comme un suprémaciste blanc, a peut-être rendu la détention préventive encore plus nécessaire, car ses opinions raciales auraient pu provoquer des conflits avec d'autres détenus. La combinaison de ses crimes contre un enfant et de ses convictions extrémistes a fait de lui une cible à plusieurs égards au sein de la hiérarchie carcérale. Une évaluation psychiatrique réalisée en 1987 a noté des antécédents de troubles du comportement et de maladies mentales avérés chez Evans, notamment une tentative d'automutilation et une hospitalisation. L'isolement lié à la détention préventive a peut-être aggravé ces problèmes, entraînant potentiellement une anxiété ou une paranoïa accrue. En tant que criminel dangereux ayant avoué de nombreux crimes, Evans était probablement conscient des menaces qui pesèrent sur lui, ce qui a pu rendre l'isolement nécessaire, mais étouffant. Ses opinions suprémacistes blanches déclarées ont peut-être accru son sentiment de vulnérabilité, en particulier au sein d'une population carcérale diversifiée. Le préjudice qui lui a finalement été causé par un autre détenu suggère que les tensions raciales ont peut-être persisté, contribuant éventuellement à un état d'alerte constant pendant sa détention préventive. Selon son avocat, Evans a exprimé le souhait de recevoir la peine de mort. Cela suggère une possible indifférence à son égard ou un désir d'échapper à sa situation, ce qui a pu influencer son expérience de la détention préventive. Pour quelqu'un qui voulait mourir, les mesures de protection destinées à le maintenir en vie ont pu lui sembler particulièrement frustrantes. Malgré ces mesures de protection, elles n'ont finalement pas réussi à empêcher sa fin tragique. En 1999, il a été gravement blessé par Jimmy Mack, un autre condamné à mort, à la prison d'État du Mississippi à Parchman. Cette fin violente a démontré que même les mesures de détention préventive les plus soigneusement conçues ne pouvaient garantir la sécurité indéfiniment. Le premier jour d'Evans en prison a été marqué par la prise de conscience immédiate que sa coopération avec les autorités le rendait précieux, mais aussi vulnérable. L'accord de détention fédérale et les menaces immédiates qui pesèrent sur lui ont fait que son expérience initiale a été caractérisée dès le début par l'isolement et la sécurité. Son expérience initiale a peut-être renforcé sa conscience de sa position précaire au sein du système pénitentiaire. Cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos comme celle-ci.